Le juge Rochette. Le vent soufflait et la pluie verglaçante tombait douce sur le pont Jacques-Cartier. Jérôme ne pouvait imaginer pire scénario. On ne voyait ni ciel ni terre. Les voitures roulaient lentement et l'appel qui l'attendait de la SQ n'arrivait pas. Assis sur la banquette arrière d'une voiture de police, il désespérait. Jamais il n'aurait dû accepter cette voiture qu'on lui avait envoyée. S'il avait pu passer par le réseau souterrain, il aurait déjà été au palais de justice à l'heure qui était. Mais O'Leary avait insisté justement parce que quelqu'un de la SQ devait l'appeler. Jérôme était persuadé qu'il était victime d'une conspiration, d'un coup monté. Il bouillait de rage. L'Irlandais avait fait exprès pour le discréditer. Un enquêteur-chef ne pouvait demeurer introuvable quand un pareil carnage se produisait. Il n'en doutait plus maintenant, ce salaud voulait sa peau. Il préparait fébrilement sa défense lorsque son téléphone cellulaire se mit à vibrer. Oui, enquête Marceau. C'était Blanchette, la nouvelle. Elle seule l'appelait par son nom. Tous les autres s'en tenaient à Aileron. Il fit une pause pour bien goûter cette délicate attention. On aurait dit un compliment. J'ai l'identité de la cinquième personne, celle qui est blessée. Elle s'appelle Julie Sange. Qu'est-ce qu'on sait d'elle? Éducatrice dans un centre de la petite enfance. On peut lui parler. Elle est mal en point, à l'hôpital Saint-Luc. Alors, vous m'envoyez tout ce que vous avez déjà et vous continuez à creuser. Vous pouvez me tutoyer. Les autres, O'Leary et Corriveau, me tutoient. J'attends un autre appel. Tu me sors tout ce que tu peux trouver sur elle et tu me l'envoies par courriel. Jérôme raccrocha l'œil hagard. La voiture n'avançait plus et la plainte étouffée des coups de klaxon ne cessait de monter autour d'eux. Il y avait au moins 10 centimètres de neige et de glace sur la chaussée. Les déneigeuses feraient bientôt leur entrée en scène. Au mieux, il en avait pour 1 heure avant de mettre les pieds au palais de justice. Dans sa main gauche, il se mit à pianoter sur le clavier de son ordinateur. Le courriel de Blanchette n'arrivait pas, ni ce foutu coup de fil de la SQ. Il aurait aussi aimé parler à O'Leary pour le neutraliser avant qu'il ne s'arroge les commandes de l'enquête. Mais ce n'était pas une bonne idée. Il valait mieux attendre. Les premiers moments sur les lieux d'un crime sont cruciaux. Il ne devait pas interférer. Se penchant vers l'avant, il toucha l'épaule du policier au volant. « Frank, sors-moi d'ici. » « Je fais comment? » « Trouve. » L'agent activa les gyrophares. La voiture donna quelques coups, puis s'essouffla rapidement dans ce fracas de neige et de tôle immobilisée. Le vent se déchaînait de plus en plus. Tant de boucans pour si peu de résultats. La sirène hurlait, les voitures klaxonnaient encore plus. C'est à peine si Jérôme entendit la sonnerie de son téléphone lorsqu'elle retentit enfin. Oui, elle rompt. Il reconnut la voix même si elle était lointaine et tout en écho. C'était Linda. Il est 4 heures du matin ici, mais je suis au courant. Le juge Rochette, Adrien Rochette, vient d'être descendu. Il s'attendait à tout sauf ça. L'enquêteur-chef qui interrompait son voyage de noces pour lui transmettre ses directives. S'il avait douté un instant du sérieux de l'affaire, ce n'était plus le cas maintenant. Sa supérieure avait la voix éraillée comme si le mariage lui allait déjà mal. C'est toi qui vas diriger l'enquête. On s'est entendu, tout le monde est d'accord. Mais un juge, c'est la SQ, non? Le grésillement du bout du monde se transforma en aboiement. Tu diriges l'enquête et tu commences par t'occuper de la juge Lebel. Evelyne Lebel, c'est la femme du juge Rochette. Et je te préviens, il va falloir être diplomate. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois savoir sur elle? Tu t'en occupes, c'est tout. Et tu prends l'enquête en charge. Moi, il faut que je dorme. J'ai attrapé une saleté dans l'avion, je te rappelle. Contrairement à O'Leary, elle lui avait servi une phrase complète. Il s'en satisfera donc. De sa main valide, Jérôme prit quelques notes sur son ordinateur. Résumé de la conversation, nom de la juge et celui de l'assassin présumé, Julie Sange. Rien ne devait lui échapper. Cependant, un fait l'intriguait. Comment sa patronne pouvait-elle être informée de cette tuerie alors qu'elle venait tout juste de se produire? Retirée aux confins d'une île perdue en Asie, elle avait déjà pris le contrôle de l'enquête, tandis que lui n'était même pas arrivé à traverser le pont le séparant du palais de justice. Une chose était certaine, toutefois. Même en vacances, Linda
savait donner des ordres. Cherchant à l'imiter, il se mit à gueuler après le chauffeur. Je vais être au palais de justice dans 10 minutes. Est-ce que tu m'entends, Frank? Un policier hocha la tête et la voiture se mit à gémir dans un ululement insupportable suivi d'un sifflement strident. Les gyrophares jetaient leurs rayons dans tous les sens et l'inquiétude gagna les automobilistes autour d'eux. Tant bien que mal, on s'écartait pour les laisser passer tandis qu'ils enregistraient à sa façon ce qu'il fallait comprendre de tout ça. Primo, la SQ ne voulait pas de cette enquête. Secondo, la GRC non plus. Tertio, il devait s'occuper de la veuve du juge, une juge elle aussi, en tenant compte de la mise en garde que lui avait servi Linda. Et là, tout à coup, Jérôme pensa à sa mère, et cette idée étrange qu'elle avait eue de vouloir lui faire gagner de l'argent. Son salaire d'adjoint n'était quand même pas si mal. Il lui avait permis de s'acheter un condo au cours Mont-Royal, un complexe d'habitation du centre-ville lui donnant un accès direct au réseau souterrain. Il voyageait passablement aussi. Il ne se privait de rien. Sa proposition l'avait vexé, mais il n'en avait rien laissé paraître. Comme toujours, il avait été diplomate. Jamais il ne pourrait satisfaire sa mère, jamais il ne pourrait lui donner ce qu'elle entendait de lui. Mais chaque fois qu'il se voyait, il parvenait tout de même à la rassurer et surtout à éloigner les démons qui lui torturaient l'esprit. Il ferait de même avec le juge Évelyne Lebel. Tout compte fait, son handicap lui avait beaucoup appris, beaucoup donné dans la vie. Et le plus grand de ses enseignements était la patience. Cela en faisait un homme robuste psychiquement, bien que diminué physiquement. Son infirmité lui avait d'auparavant pour cacher sa détermination maladive, son opiniâtreté crasse. Jusqu'à ce jour, la thalidomide l'avait somme toute bien servi. Voilà pourquoi ces déjeuners du mardi l'agaçaient. Florence souffrait pour un drame qui n'en était pas vraiment un. De vrais drames, il y en avait suffisamment pour ne pas en inventer. Heureusement, il parvenait presque toujours à désamorcer ceux que sa mère imaginait. Pendant qu'il tournait et retournait ses questions dans sa tête, le chauffeur faisait des prouesses. La sortie du pont n'était plus qu'à 100 mètres. Il lui avait suffi de s'emporter pour obtenir l'impossible. Il éteignit son ordinateur et le glissa dans sa poche en se disant qu'il serait au palais de justice bien si vite, tout compte fait. 2 agents attendaient Marceau dans le garage souterrain du palais de justice. L'un d'eux ouvrit la portière, l'autre annonçait « C'est au troisième, je sais ». De la neige mouillée glissa du toit de la voiture et tomba à ses pieds. Il enjamba la flaque d'eau et courut vers l'ascenseur. Il se reprocha aussitôt son empressement. Pendant que les portes se refermaient, il s'imaginait ce que devraient penser les 2 armoires à glace qui l'accompagnaient. « Du calme, Elron, du calme. Ils sont tous morts. » Mais ils n'en soufflaient un mot. Et pour cause. Elron était le patron maintenant. Il devait se résoudre à taire le mépris et se plier à ses directives. Ce changement d'attitude procurait à Jérôme un certain bien-être. Lorsque les portes s'ouvrirent là-haut, il buta sur un cordon de sécurité derrière lequel se bousculaient des journalistes, des photographes et des caméramans. Comme il attendait Linda, son arrivée passa inaperçue. Il pressa le pas, devança ses 2 gardes du corps et fila vers le fond du corridor. Le coin était doublement bouclé. Il y avait un mur de policiers, un deuxième cordon de sécurité près de la porte de la salle 3.08. Corriveau qui discutait avec une femme aux cheveux poivre et sel. Dès que lui-ci l'aperçut, il lança. « Ah, elle revient ici, pardon. » Corriveau se ravisa en esquissant un geste vers cette femme qui serrait un dossier dans ses mains. La peau de son visage était de porcelaine, mais son regard était dur et tranchant. Enquêteur Jérôme Marceau fit Corriveau en guise de présentation. Voici la greffière du procès. Elle était sortie quelques minutes quand ça a pété. Même sans le faire exprès, Corriveau était vulgaire. Cette absence totale de délicatesse indisposa temporairement la greffière. Sortant de sa révèle, celle-ci fit un pas vers Jérôme et lui tendant la main. « Je m'appelle Sonia Roff. J'aurais dû être dans cette salle au moment de la fusillade, mais juste avant l'incident, le juge Rochette, visiblement secoué par la tragédie, elle chercha à s'accrocher au bras de Jérôme, son petit bras. Se rendant compte qu'il était flasque et sans vie, les traits de Sonia Roff se métamorphosèrent. À l'exemple d'O'Leary, il ne termina pas sa phrase. « Je te laisse, fit Corriveau. » En se tournant vers la petite salle d'audience, Sonia Roff peinait à retrouver son esprit.
Jérôme semblait indifférent à son malaise. Il n'en avait que pour le dossier qu'elle tenait dans les mains. Il le pointa du menton. C'est la cause qui devait être entendue. Elle hocha la tête en lui remettant. Pièce à conviction, souffla-t-il. On se reparlera plus tard lorsque je l'aurai lu. Sonia Ruff avait un teint de faïence qu'elle devait non pas à sa carnation naturelle, mais plutôt à l'état de choc dans lequel la fusillade l'avait plongée. Maintenant qu'elle savait son dossier entre bonnes mains, elle n'avait qu'une envie, fuir le palais de justice le plus vite possible. Jérôme le remercia en demandant à une des deux armoires à glace de la reconduire. Puis il se tourna vers le deuxième garde du corps. Le juge Évelyne Lebel devrait arriver d'un moment à l'autre. C'est l'épouse du juge Rochette, qui est toujours là dedans, si je comprends bien, fit-il, en indiquant de la main de la salle de danse. Prévenez-moi dès qu'elle sera là. Le policier hocha la tête et l'enquêteur Marceau s'engouffra dans l'horreur. Il faisait une chaleur horrible dans cette pièce aux dimensions réduites. En l'apercevant, O'Leary remua à peine la tête. Il était coincé dans un placard avec tous ses morts depuis 1 heure au moins. De toute évidence, il n'en pouvait plus. À 4 pattes devant la tribune, un sac de plastique dans une main, il scruta le sol centimètre carré par centimètre carré. De temps en temps, il trouvait quelque chose de minuscule, d'invisible, qui répertoriait et déposait comme pièce à conviction dans son sac. L'Irlandais reniflait en travaillant comme un loup qui cherche une proie. Debout près de la porte, Jérôme s'agrippait à son ordinateur sans broncher. Corriveau, qui avait devancé dans la salle, était appuyé contre le mur du fond. Sa position n'était pas fortuite. Il était dans l'axe du tireur et se livra mentalement à des calculs balistiques. Un silence étrange régnait dans la pièce. En y pénétrant, Jérôme dut enjamber le corps entrelacé de deux hommes abattus lâchement dans le dos. À gauche du haut de sa tribune, le juge Rochette gisait la tête affaissée sur son pupitre, tandis que le gardien de sécurité, à ses pieds, baignait dans son sang. La scène était macabre. Le photographe, qui prenait ses derniers clichés, n'avait qu'une idée en tête, se tirer de là au plus vite. Je veux voir tout le monde au poste à 16 heures. Puis Jérôme, d'une voix calme et posée. On fera le point. Corriveau fit mine de ne pas avoir entendu et continua ses calculs. O'Leary soupira. Jérôme fit encore. Blanchette n'est pas là. On ne l'a pas invitée. On l'aurait eu dans les jambes. Mais on a presque fini là. Cette phrase avait eu le mérite d'être incomplète. Complète mais un peu subtile. De toute évidence, Blanchette allait avoir toutes les peines du monde à s'imposer aux homicides. O'Leary, lui, en ferait voir de toutes les couleurs. Il finirait sûrement par lui trouver un surnom. N'est-ce pas lui qui l'avait baptisé alors? 16 heures, c'est bien compris, martela Jérôme. Après, il faudra parler aux médias. O'Leary consulta sa montre et marmonna quelque chose à l'intention de Corriveau qui approuva aussitôt. Jérôme n'avait pas compris et le fit répéter. C'est simple, reprit Corriveau. La femme s'est levée et elle prit le flingue du gardien, qu'elle a descendu le premier, puis elle a tiré sur le juge. Les deux autres sont venus après, dans le dos sans façon, mais elle s'est ratée quand elle est venue sur tour. Elle a un nom, précisa Jérôme. Elle s'appelle Julie Sange, et on sait déjà pas mal de choses à son sujet. Et t'as trouvé ça où? Fit-il intéressé. C'est pas moi, précisa-t-il. C'est Blanchette. Pour quelqu'un qu'on a dans les jambes, elle travaille plutôt bien. Julie Sange était éducatrice dans le milieu de la petite enfance. Pas certain que je lui ferais garder mes enfants, fit remarquer Olive. Jérôme se garda bien de commenter. Le policier à qui il avait demandé de la prévenir lorsque la juge Lebel se pointerait venait d'entrer dans la salle. Marceau le suivit en pensant à sa mère et au tact qu'il allait devoir déployer dans cette affaire. À l'autre bout du corridor, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. 6 ou 7 agents de la SQ en sortirent sous une pluie de flashs. Au milieu du groupe, Évelyne Lebel, le regard vide et les épaules affaissées, s'avança comme un somnambule dans le corridor. Les journalistes ne lui posaient aucune question. Les photographes désarmèrent et le cortège se dirigea en silence vers la salle 3.08. Jérôme vint au-devant de la veuve et lui tendit la main. Enquêteur Marceau, SPVM. Je suis chargé de l'enquête. Les yeux de la juge
s'animèrent quelque peu. Un des hommes de la SQ lui offrit son bras, auquel il s'agrippa, comme si une fatigue subite venait de s'emparer d'elle, ce qui l'empêcha pas d'ordonner « Laissez-moi entrer, je veux voir ». Jérôme devait l'empêcher. Distinct toutefois, il savait que l'attaquer de front ne donnerait rien. Évelyne Lebel n'avait pas l'habitude de s'en laisser imposer. Elle parlait fort et d'une voix énergique, même si elle avait l'air éteint. Dans les circonstances, il jugea qu'il valait mieux user de diplomatie. Avec tout le respect que je vous dois, madame, je vous demanderai de patienter un peu. Nous n'avons pas tout à fait terminé. Le juge le dévisagea longuement. La manche vide de son veston qui pendait négligemment ne semblait pas l'étonner. On avait dû la prévenir. C'était plutôt la couleur de sa peau qui la troubla. Il le vit à son regard, fuyant et au silence qui s'était installé entre eux. Jérôme avait appris à déceler lequel de ces signes distinctifs désemparait le plus ses interlocuteurs. Les mots de Linda lui reviennent à l'esprit. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de personne de couleur à la tête des homicides. Sauf que Jérôme se trompait. Évelyne Lebel n'avait rien contre la couleur de sa peau. Elle était uniquement en état de choc. Incapable d'articuler deux mots, elle fixait l'entrée de la salle d'audience comme s'il s'agissait des portes de l'enfer. Il crut un instant qu'elle allait s'évanouir. Il vaut peut-être mieux de ne pas entrer, votre honneur. Nous n'avons pas tout à fait terminé, et ce n'est pas très beau à voir. Contre toute attente, Évelyne Lebel acquiesça. Jérôme comprit alors pourquoi elle était venue jusque-là. Le sens du devoir avait guidé ses pas. Mais en voyant interdire l'accès à la salle d'audience, elle sombra dans une détresse incommensurable, les épaules rabattues, le regard vide, et allait pivoter sur ses talons à s'éloigner lorsque l'éclair traversa son regard. D'une voix qui interdisait toute réplique, elle annonça « Très bien, mais je veux savoir ce qui s'est passé dans cette salle. » Jérôme reprit ses paroles presque mot pour mot. « Moi aussi, je veux savoir ce qui s'est passé dans cette salle. Et comptez sur moi, je vais le découvrir. » Ils étaient tous les deux debout devant la porte, et Jérôme cherchait des mots de réconfort, une phrase ou un geste pour atténuer la peine du juge. Mais rien ne lui venait. Évelyne Lebel répéta comme un automate. « Je veux savoir, je veux tout savoir. » La main collée à l'oreille, les agents de la SQ qui escortaient la juge cherchaient à entendre ce qui se disait dans leurs écouteurs. De toute évidence, une manœuvre de repli se préparait. Évelyne Lebel semblait si ébranlée, si défaite, qu'il était deux à la soutenir maintenant. La femme du juge assassiné s'était déplacée au palais de justice sans qu'on l'y invite, non pas pour observer les morts de près, mais bien pour défier les vivants. Une épée de Damoclès flottait au-dessus de la tête de Jérôme. Il allait devoir être meilleur que Linda ne l'aurait été. Il allait devoir être parfait malgré toutes ses imperfections. Sinon, il aurait cette femme brisée sur le dos et il en subirait les contre-coups tout au long de sa carrière. À 16 heures, pile, il était dans Toulon. O'Leary en mode sceptique. Corriveau avec quelques hypothèses, des photos et un rapport balistique. Et Blanchette totalement absorbée par ses recherches sur le web. Elle avait deux portables devant elle, celui des homicides et un autre rapatrié de la SCS. Jérôme avait passé son veston noir, celui des grandes occasions. Une rencontre avec la presse était prévue pour tout de suite après la réunion. Corriveau ouvrit le bac. D'après ses papiers, elle s'appelle Brigitte Leclerc. Et on a son rapport médical. Elle n'en mourra peut-être pas, mais il y a un détail intéressant. Elle a une brûlure à la bouche. C'est sûr, lui renvoya O'Leary. Ça se produit toujours. T'as un type qui descend plein de gens et retourne l'âme comme lui, et lorsqu'il se met le canon dans la bouche, il se brûle. C'était le signal. Tout le monde se mit à parler en même temps. En gros, on s'attendait pour dire que Brigitte, on l'appelait déjà par son prénom, avait descendu les 4 roues. Que c'était une sacrée tireuse parce qu'elle n'avait pas perdu une balle, sauf celle qu'elle se destinait. Et bien sûr que l'arme du crime était celle de l'agent de sécurité. Elle l'avait encore dans les mains lorsqu'on l'avait trouvée gissant dans une mare de sang. Le ton monta lorsque Blanchette chercha à intervenir. « S'il vous plaît, attendez juste une minute. » Jérôme poussa un cri en regardant les deux autres. « Messieurs, c'est Linda qui gueulait ainsi d'habitude, parce qu'elle était la seule femme
et que c'était sa manière à elle de se faire respecter. Elrond s'était approprié sa méthode. Le silence revenu, il donna la parole à l'enquêteur Blanchet. Le système audio de la salle d'audience 3.08 était inactif au moment de l'incident. C'est la greffière qui l'avait éteint avant d'aller chercher l'avocat absent. J'ai quand même trouvé quelque chose d'intéressant. Comme il y avait une audience en cours juste à côté, j'en ai demandé la cassette. Sur la bande sonore, on entend clairement les 5 coups de feu. Blanchet pointa l'écran de son ordinateur. Jérôme y jeta un œil. À l'image, on voyait un juge écoutant une plaidoirie. Un procès sans histoire. Puis brusquement, on entendait des coups de feu provenant de la salle voisine. Une séquence de 4 détonations étonnamment régulières. Après un léger délai, un 5e coup. O'Leary et Corriveau n'écoutaient pas. Ils se parlaient à voix basse. La bande sonore d'un procès qui n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé dans la salle 3.08 ne les intéressait pas. Blanchet attira toutefois leur attention sur la régularité des tirs et comparant au tic-tac d'une horloge au va-et-vient du métronome. Personne ne voyait où elle voulait en venir. Avec beaucoup d'assurance, elle lança un programme sur son ordinateur, un truc de studio utilisé par les musiciens et qui permet de voir l'illustration graphique des notes ou, dans ce cas-ci, des détonations. Effectivement, la régularité était remarquable. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Demanda O'Leary d'un ton ironique. La question resta sans réponse. Jérôme encouragea la jeune recrue d'une tape sur l'épaule et tout le monde se remit à parler en même temps. S'il vous plaît, messieurs. Ça va, Elrond? On est entre nous, protesta Corriveau. Jérôme se tourna vers O'Leary. Tu peux nous résumer ce qu'on a jusqu'ici? Blanchette continua de taper sur son clavier comme si cela ne la concernait pas, tandis que l'Irlandais brossait un bilan provisoire de la situation. Brigitte Leclerc, seule adresse connue, le 8203 rue La Jeunesse. C'est l'appartement de son père, Carl Leclerc. Il est mort il y a 6 mois, mais les changements au registre de la ville n'ont jamais été faits, comme s'il vivait toujours en fait. Pas de testament connu, rien. Bon, j'ai quelque chose là-dessus, l'arrêta aussitôt Jérôme. Dès qu'on se met à creuser autour de cette fille, il y a des noms qui changent. Un train peut en cacher un autre, mais là, c'est le festival des fausses identités. O'Leary était vexé. Jérôme ne lui avait-il pas demandé de résumé? C'était pour amorcer la pompe de toute évidence. Maintenant qu'elle était actionnée, il en profitait pour se mettre en valeur en lui balançant sur la table le dossier que lui avait remis Sonia. Brigitte Leclerc ne s'appelle pas seulement Brigitte Leclerc. Elle s'appelle aussi Julie Sange, l'autre fille de Carl Leclerc. Ce qui les différencie, c'est que Brigitte a déjà fait de la prison. Intéressant. Pourquoi a-t-elle été condamnée? Qu'en est-elle sortie? Il faut trouver tout ce qu'on peut là-dessus. Je m'en occupe, Blanche. En fait, on n'en sait plus que Julie que sur Brigitte, continua Jérôme. Elle était éducatrice dans un CPE, mais elle était en arrêt de travail depuis un moment déjà. Elle et Gilbert Bois, le témoin à charge dans l'affaire, se sont envoyés en l'air pendant un moment. Il était le directeur de la garderie où elle travaillait. Plutôt trouble comme affaire. Pourquoi est-il le témoin? Et elle, l'accusée, s'interrogea Blanchet. Quelle chance Jérôme avait eu de tomber sur cette greffière à son arrivée au palais. En prenant ce dossier, qu'il avait lu avec beaucoup d'attention, il avait peut-être trouvé la seule piste digne d'intérêt. Ils ont eu une liaison, mais les choses ont dégénéré. C'est le coup classique. L'employé est revenu contre son patron. Il s'est défendu en l'accusant de prostitution. Mais alors, elle est où, cette Julie Sange? Et comment peut-on être sûr que c'est bien Brigitte qui est à l'hôpital? Julie Sange semble être un fantôme. On croit que Brigitte Leclerc vivait sous 3 identités différentes. La sienne, celle de sa sœur Julie Sange et celle de son père. C'est pour cela qu'elle était accusée de fabrication et usage de faux. Mais apparemment, ces accusations sont tombées juste avant l'audience. Brigitte n'était plus accusée de rien. Julie, en revanche, s'apprêtait à recevoir une amende de 200 $ pour prostitution. Mais c'était la même chose, même personne. Enfin, c'est ce que je comprends pour l'instant. Il tapota le dossier en précisant qu'il n'était pas spécialiste du vol d'identité et encore moins des questions de fabrication de faux. Toutefois, c'est ce scénario qui lui semblait le plus crédible à la lumière des informations dont il disposait pour l'instant. O'Leary protesta pour la faute.
Qu'elle s'appelle Julie Sange ou Brigitte Leclerc, ça ne change pas grand-chose. Elle s'est emparée de l'arme du gardien et elle a tiré sur tout le monde. Ce serait quand même bien de comprendre pourquoi des accusations si graves que fabrication et usage de faux sont tombées comme ça juste avant la séance. Jérôme chercha le regard de Blanchet. Ce n'est pas précisé dans le dossier de la greffière, mais il doit y avoir une explication. Je vais m'occuper de ça, fit Corino. Le ton était combatif. C'est lui qui avait eu le premier contact avec Sonia Roth. Il n'allait pas se laisser damer le pion par la nouvelle. De plus en plus grognon, O'Leary aimait de moins en moins la tournure de cette rencontre. Non, mais qu'est-ce qu'on cherche au juste? On a une fille qui se fait avoir dans des affaires de prostitution. Elle baisait avec un type qui était sur le point de témoigner contre elle. Ça, c'est du déjà vu. Elle est en plein le cul. Elle prend un flingue qui lui tombe sous la main et elle descend tout le monde. On peut comprendre. Sauf qu'elle tire drôlement bien, la fille précisa Blanchette, beaucoup trop bien. La remarque était juste. En poussant un peu plus loin la réflexion, on pouvait également se demander pourquoi cette femme, qui risquait tout au plus une amende de 200 $ pour possession, avait pu se livrer à un tel carnage. C'est ce que j'aimerais savoir, la juge Evelyne Lebel. Mon chéri Jérôme, alors faites un effort et trouvez-moi quelque chose. Sans plus d'explications, elle poussa le dossier de Sonia Roth vers Corriveau, qui s'était porté volontaire et gratifia l'enquêteur Blanchette d'un sourire. La directrice des communications devait certainement l'attendre pour la rencontre avec la presse. Il rassemblait ses affaires et se leva. On se revoit à 21 h. D'ici là, vous me trouvez tout ce qu'il y a sur Brigitte Leclerc, son père Carl et Julie Sange. Blanchet était déjà à son ordinateur, celui qui transformait les fusillades en musique. Cette recrue de la SCS avait dans son arsenal informatique des outils qu'il ne connaissait pas. Il serait intéressant de voir ce qu'elle en ferait et ce qu'elle parviendrait à découvrir. De leur côté, O'Leary et Corriveau procéderaient de façon plus conventionnelle. Ils iraient défoncer des portes du côté de la rue de la Jeunesse. C'était un mal nécessaire. Pour l'instant, l'affaire restait nébuleuse. Comment un procès pour fabrication et usage de faux étant cause Brigitte Leclerc avait-il pu se transformer en une affaire de prostitution impliquant sa sœur Julie Sange? Et comment cette puéricultrice en était-elle venue à abattre un juge pour une sentence aussi banale? Il y avait un modèle derrière tout ça. Mais pour l'instant, il semblait insaisissable. Le point de presse commençait avec 20 minutes de retard. Nathalie Blum, l'attachée de presse de la SPVM, repoussa l'échéance tant qu'elle le put, car l'affaire lui échappait complètement. Elle avait besoin qu'on la renseigne avant de se présenter devant les journalistes. Sinon, elle n'en ferait qu'une bouchée. Mais Jérôme lui tintait. Il ne lui révélait rien de ce qu'il savait. Pas un mot sur Brigitte Leclerc, ni sur Julie Sange, et encore moins sur Carl Leclerc. Quant à l'état de santé de l'assassin présumé motus et bouche bougée. Tout compte fait, il ne se dirait rien lors de cette rencontre de presse. Nathalie Blum ne le lâchait pas d'une semaine. Avant d'entrer dans la salle de presse, elle épousseta même le veston de Jérôme du revers de la main en lui faisant les yeux doux. Si elle avait espéré en tirer quelque chose, elle s'était trompée. Elle ne parvint même pas à lui arracher son ordinateur qu'il portait obstinément en bandoulière. Tu n'as pas besoin de ça en conférence de presse. Fais-moi au moins plaisir de le glisser à tes pieds lorsque nous serons devant les caméras. L'acquiesça, mais elle continua de l'aiguillonner pour faire passer sa nervosité. Tu n'as jamais pensé à t'acheter un nouveau veston. C'est Linda qui s'occupe de la presse habituellement. Je suis à prendre ou à laisser. Comme elle ne voulait pas se le mettre à dos, dans un moment aussi délicat, elle changea de sujet. C'est vrai, ce qu'on dit, que la patronne est partie en voyage de nuit. Blum attendait la réponse, le regard pétillant. Il eut un geste d'agacement et elle resta sur sa faim. De guerre lasse, il se débarrassa de sa sacoche en cuir et se dirigea vers la tribune. Je vous présente Jérôme Marceau. C'est lui qui mènera l'enquête en l'absence de l'enquêteur-chef Linda Léveillé, lança la directrice des communications en guise de préambule. Au fond de la salle, quelqu'un demanda qu'on appelle son nom. Nathalie Blum, le fier de la place de Jérôme, puis enchaînant la vitesse grand V. 10 minutes plus tard, la conférence de presse était bouclée. 8 d'entre elles avaient été consacrées à la biographie du juge Rochet, un texte sur le conseil de la magistrature,
lui avait fait parvenir en catastrophe. L'attaché de presse en fit la lecture tandis que Jérôme écoutait sombrement en hochant la tête. Les photographes faisaient des clichés parfaitement inutiles et deux caméras de télé étaient dirigées vers lui. Pourtant, il ne disait rien. Silence radio. Aussitôt la lecture de la biographie terminée, Nathalie Blum précisa qu'un suspect avait été arrêté, sans préciser le sexe, qu'il était détenu et que, dès qu'il y aurait des développements, les journalistes en seraient informés. Elle replia le communiqué et inclina la tête. Voyant le point de presse terminé, Jérôme se leva. Un caméraman lui braqua son objectif en plein visage et un vaisseau lumineux l'éblouit complètement. Une question surgit alors de nulle part. Enquêteur Marceau, pouvez-vous nous donner quelques détails concernant le suspect? De qui s'agit-il? Nathalie Blum le tira par la manche, celle de son petit ventre. Elle voulait qu'il se retire, qu'il quitte la salle de conférence sans plus de commentaires. Et en écartant la question, Jérôme éveillerait les soupçons. D'une voix calme et rassurante, il choisit de répondre aux journalistes. Nous allons tout faire pour découvrir ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Il avait agité la main gauche en disant ces mots. Accompagnant ce geste d'un hochement de tête et d'un sourire sincère, il serra les lèvres et sortit de la salle de presse à la suite de Nathalie Blum. En quittant les homicides, Jérôme passa par le couloir souterrain pour rejoindre le centre-ville. Cette saloperie de neige et de glace continuerait de tomber pendant 24 heures encore. Un anorak pourrait lui être utile s'il devait avoir à sortir. Prévenant le coup, il s'arrêta chez lui, au cours Mont-Royal, un immeuble de prestige où il était propriétaire d'un condo avec vue sur la montagne. Cette excentricité lui avait valu les railleries de ses camarades, mais Jérôme ne s'en formalisait pas. Il considérait qu'en ayant un pied dans le métro, il faisait l'économie d'une voiture. En vivant de surcroît au-dessus du réseau souterrain le plus dense de la ville, celui permettrait de rester en contact avec la famille, le milieu, ou plutôt le sous-milieu, comme il se plaisait à dire. Vêtu d'un manteau trop chaud pour les corridors mal ventilés de la ville souterraine, Jérôme descendit vers le métro pour se rendre à la station Berry-UQAM. Le passage souterrain était tout en profondeur à ce carrefour. Sous le métro, les strates s'additionnaient et même se multipliaient. D'abord les garages, puis les voies d'évitement, ensuite les entrepôts, et bien au fond, à l'abri des regards, les bureaux de la sécurité. Derrière ces murs se trouvait un grand couloir bétonné. Ce passage menait tout droit à l'hôpital Saint-Louis. C'était un tunnel qui avait été construit au début des années 60 pendant la guerre froide. On croyait à l'époque que les bunkers et les passages souterrains suffiraient à se prémunir contre l'arme nucléaire. Depuis cette grande frayeur, la majeure partie de ces abris et couloirs construits sous la ville avaient été abandonnés. Jérôme n'eut même pas à consulter son ordinateur pour trouver les codes d'accès. Silvio D'Agostini, un vieux gardien aux yeux rougis par ses écrans de surveillance, le reconnut et l'ouvrit. Enquêteur Marceau. Jérôme le remercia d'un signe de tête sans prendre la peine de s'arrêter pour discuter. Dans un claquement sec, la porte se referma derrière lui. Il dévala les marches 4 à 4 et s'engage un étage plus bas dans un gros tube de béton mal éclairé. Ce passage faisait partie des tunnels dormants du réseau. Un bras atrophié qui, en apparence, n'allait nulle part, dans les plans d'urgence récents, mis au point après la crise du verglas de 1998 et les attentats du 11 septembre 2001, on avait redécouvert ce passage. Plutôt que de servir d'abri nucléaire, il servait d'accès d'urgence à l'hôpital Saint-Louis. Des corridors semblables avaient depuis été creusés pour accéder aux autres hôpitaux de la ville. La grande toile souterraine ne cessait de se déployer, mais comme les catastrophes se faisaient rares, seuls quelques initiés utilisaient cette autoroute enfuie qui conduisait au sol de l'hôpital. Un agent de sécurité s'y trouvait généralement sans trop savoir ce qu'il y faisait, mais ce jour-là, il n'y avait personne. Jérôme cherchait l'ascenseur, tombait sur la cage d'escalier, monta jusqu'à l'urgence au pas de course. Devant la chambre de Brigitte, il trouva deux policiers de faction. Je vis la voir, fit-il, sans autre forme de préambule. Le plus costaud des deux baragouinait. Ils l'ont ramenée de la salle d'opération il y a 1 heure à peine. Mais elle n'a pas repris conscience. On ne laisse entrer personne. Ses agents s'appelaient Renner. C'était un bon bougre, d'ailleurs. Jérôme l'avait croisé à quelques reprises. Je vis la voir quand même. L'autre fit un bruit avec sa bouche pour signaler sa présence ou pour rappeler la consigne. À nouveau, Renner parla pour les deux.
Elles ont vraiment insisté. Elle est mal en point. Traduction. Il y avait quelqu'un dans la chambre. Un médecin sans doute ou une infirmière. Jérôme n'avait pas l'habitude de défoncer des portes. Son petit bras l'empêchait. Il avait plutôt appris à la franchir en faisant preuve d'astuce et de finesse. Après un instant de flottement, il porta la main à l'épaule de Rainer pour lui signifier qu'il avait compris le message, puis se glissa à l'intérieur de la pièce sans faire de bruit. Chut! Vous n'avez pas le droit d'être ici, lui souffla l'infirmière de garde. Le ton était sec et impératif. Marceau repéra une chaise près de la fenêtre, à distance respectable du lit. Il s'en approcha, déposa son ordi et enleva son veston en s'assurant que l'infirmière voit bien son bras atrophié. Enquêteur Marceau, chuchota-t-il, SPVM. Je suis chargé de l'enquête. Je ne dirai pas un mot. Exposa ainsi son bras flasque lui permit de gagner du temps. Mais la pénombre, l'infirmière le regarda intriguée et put s'asseoir avant qu'elle ne s'indigne. Mais pour qui vous prenez-vous? Pour l'enquêteur-chef aux homicides. Accompagna cette demi-vérité naturelle. On fait le même travail au fond. On ne veut pas la perdre, ni l'un ni l'autre. Il avait montré de l'empathie envers la jeune femme coincée entre la vie et la mort en faisant ce rapprochement habile entre les deux professions. Jérôme sentait qu'il avait marqué un point. L'infirmière tenait la main de sa patiente tout en vérifiant ses signes vitaux. L'intrus, s'il se tenait tranquille, ne représentait pas une menace. Celui-ci scruta longuement les écrans du suivi. Il n'était pas un expert, mais tout avait l'air stable. Avec une désinvolture étudiée, il posa son portable sur ses genoux, releva l'écran et mit l'appareil en marche. Le coussinement habituel se produisit. Puis, les courriels de l'enquêteur Blanchet se mirent à débouler. L'infirmière protesta. Les ordinateurs sont interdits. Vous ne pouvez pas. J'en ai pour 3 secondes. Le temps de prendre quelques messages. Devinant qu'elle n'aurait pas le dernier mot, l'infirmière s'habitua peu à peu à la présence de Jérôme et de son portable. Il en profita pour parcourir la fiche signalétique de le suspect et pour examiner d'autres informations plus compromettantes encore. Brigitte Leclerc était un gouffre du mystère. Un puzzle dont les pièces n'étaient pas faites pour s'imbriquer les unes dans les autres. Fasciné par sa lecture, il sentait un regard se poser sur lui par moments. L'infirmière dont il aurait bien aimé connaître le nom l'avalait. Pour la calmer, il finit par rabattre l'écran de son ordinateur. Étirant le cou, il hasarda un œil vers Brigitte et s'étonna de sa beauté. Même les yeux fermés et le visage couvert d'un masque à oxygène, ses traits fins et réguliers et son front altier lui conféraient un charme éthéré. Jérôme allait se lever pour l'observer de plus près lorsqu'un nouveau message de Blanchet le rappela alors. Il ignorait comment elle avait réussi le coup, mais il y avait sous les yeux le bilan établi par le chirurgien qui venait d'opérer la suspecte. Une balle de calibre 38 tirée à bout portant avait traversé la cage thoracique et abîmé le poumon inférieur gauche. La blessure avait entraîné une hémorragie importante, mais Brigitte avait de bonnes chances de s'en tirer. La prévenue reviendrait à la vie sous peu et pourrait ainsi faire la lumière sur ce qui s'était passé dans la salle d'audience 3.08. Il faudrait un peu de temps, concluait le rapport, mais le pronostic était bon. Jérôme restait au moins 1 heure dans cette chambre avec l'infirmière. À un moment, il s'approcha du lit et put lire son nom sur l'épinglette qui ornait son uniforme. Elle s'appelait Elisabeth Gonzalez. Elle avait le teint clair et les yeux bleus. On sentait la compassion dans chacun de ses gestes et de ses mots. Malgré sa bienveillance manifeste, elle ne pouvait rien pour Julie ou Brigitte. Le destin de cette femme à la double identité était un véritable gâchis. Blottie dans ce lit, dont elle ne sortirait pas indemne, mais si elle en réchappait, la tireuse du palais de justice était une énigme de haut calibre. Un mystère impénétrable qui ne serait élucidé que lorsqu'elle se réveillerait. Mais ce n'était pas pour l'immédiat. Ce n'est pas la peine de s'attarder.